Non, non, c'est bon, Pierre, merci. Je te laisse continuer. Merci beaucoup. Juste pour faire remarquer, hein, en effet, que la session est enregistrée à nouveau. Exactement. À toi, Pierre. Donc, ici, vous avez un exemple sur le forum. Maintenant, je crois que vous êtes à l'aise avec le forum. La plupart d'entre vous ont participé. Et rappelez-vous, en réagissant sur les forums, vous gagnez des points et des gems. C'est une manière ludique de participer. Encore une fois, on a pas mal discuté autour du Bénin, de la RDC, du Niger, si mes souvenirs sont bons, Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Un rappel, s'il vous plaît, parce que, encore une fois, on a souvent vu que c'était un problème. Quand vous avez regardé une vidéo, par exemple ici le module 2, dans le module de la leçon 1, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône orange tout en bas, marqué comme terminé. Ça permet de passer aux autres activités. Sans ça, vous allez être un peu bloqué. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas. Vous avez l'obligation de le faire. Pardonnez-moi, je suis allé un peu vite. On est deux. Donc, cette semaine, c'est comprendre comment la chaîne d'approvisionnement de la santé publique est organisée à tous les niveaux, hein, au niveau central et au niveau intermédiaire et au niveau périphérique. On a introduit les concepts, les questions des participants, les raisonnements détaillés ainsi que des sondages. Ça, c'est comme ça que la séance va se dérouler. Encore une fois, levez la main pour vous faire intervenir. Maintenant, on est limité par le temps. Donc, vous pouvez aussi... quelqu'un me dit d'augmenter mon micro. Je vais essayer de faire un peu mieux. Je ne sais pas si ça ira. Donc, je disais que on peut répondre par les deux médiums. Bon, un système de santé, soit il est centralisé, soit il est décentralisé, soit il est mixte. Hein. Un système centralisé, c'est on a les expériences des années d'il y a 40 ans où tout venait du centre, le gouvernement était très fort, que ce soit en Europe, c'était très centralisé. Pourquoi? Parce que il y avait peu de capacité au niveau périphérique. C'est encore le cas dans beaucoup de pays. Hein. On se rappelle de la Chine et de la Russie où il y avait un plan et le plan était fait du niveau central et il fallait qu'il soit exécuté au niveau périphérique. Maintenant, il y a eu beaucoup de changements. Il y a aussi des contextes qui sont différents. Quand les pays sont grands, à ce moment-là, il y a de la décentralisation. Quand les pays sont petits, il y a peut-être moins de décentralisation parce qu'il faut quelques heures ou un ou deux jours pour aller du central au périphérique. Donc, plus les pays sont grands, ou suivant le contexte et l'histoire du pays, il peut y avoir des systèmes qui sont très décentralisés. En Inde, en Chine, peut-être en Russie, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de décentralisation parce que ce sont des grands pays. Et c'est là où on voit des entrepôts régionaux, provinciaux, jusqu'au dépôt de district. Je travaille en Guinée, c'est ça. Hein. Il y a le niveau régional, le niveau provincial et le niveau district, ou alors commune. Donc, on voit ça à la fois dans le système administratif avec des directions régionales de la santé, DRS, direction provinciale de la santé, direction de district aussi ou de commune. Donc, ça, c'est l'administratif. C'est quelquefois le flux d'informations. Il y a le flux de produits qui passe plutôt dans des dépôts, dans des entrepôts régionaux provinciaux et des dépôts de district. Pour terminer dans
les pièces de stockage des hôpitaux et des établissements de santé. Dans beaucoup de pays, il y a des mix. Hein. On a vu un peu ce qui a été dit sur le Niger, sur le Bénin et sur la République démocratique du Congo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gilles, là-dessus? Non, écoute, ça me semble bien. Il n'y a pas rien à rajouter pour le moment. Tu m'entends? Oui, tout à fait. Ok. Donc, maintenant, on va vous faire répondre à un sondage. Dans votre pays, comment le système de santé est organisé? Est-ce que c'est un système centralisé, décentralisé ou mix? On attend votre question, s'il vous plaît, pour ce sondage. Merci. Donc, pourquoi se poser la question des principaux acteurs de notre chaîne d'approvisionnement? En fait, on plante le décor, hein, soyons très clairs. Avant de parler des fonctions, ça va être les prochaines discussions et les prochaines diapositives. Mais parce que des acteurs, les acteurs qui sont dans la gouvernance et qui sont dans l'application, dans la gestion, dans les opérations, ça a un impact clé, ça a une importance sur la structure de la chaîne d'approvisionnement. Ça a une importance sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Tout ça, la gouvernance et la gestion, ce sont les choses clés de ce qui existe aujourd'hui et ce qui devrait être amélioré. Il y a des impacts, il y a de grosses influences sur les opérations, sur l'organisation de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'elle est intégrée au ministère de la Santé via la direction de la pharmacie? Est-ce qu'elle est externalisée comme elle est au Bénin maintenant avec une société commerciale parapublique, je crois, ou alors en RDC qui est un système non gouvernemental venant de l'histoire de la RDC. Et donc, quels sont les acteurs? Ensuite, cette chaîne d'approvisionnement fonctionne ou fonctionne moins bien. À ce moment-là, vous allez avoir des autres acteurs qui sont des ONG, qui sont les ONG ou qui sont les implémenteurs ou les bailleurs de fonds qui vont créer, oui ou non, des chaînes d'approvisionnement parallèles. La SONG me demande que tout le monde participe au sondage. Vous êtes 32 en ligne, il faut absolument participer au sondage. Est-ce que vous êtes sûr que ça fonctionne de votre côté, sur votre écran? Voilà, ça y est. Alors, vous voyez, ce que dit le sondage, c'est qu'il y a quasiment 2/3 des personnes dont le contexte, le pays, est un système décentralisé. Ensuite, il y a 1/3 qui est mixte, un mix de centralisé et décentralisé, et peu qui est un système centralisé. Ça serait intéressant de savoir, ceux qui pensent qu'ils ont un système centralisé, pouvez-vous écrire dans le chat? Ça serait intéressant de savoir quel pays. Je suis sûr que ce sont des pays qui sont relativement petits. Bref. Gilles, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, vraiment, parfait. Continue ça, je trouve c'est intéressant. OK. Alors, maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet et créer plus d'animation, on va faire une discussion de groupe. Il va y avoir 3 groupes et on est bien d'accord que Francis modère le 3e groupe. Hein? C'est cela, oui, normalement. Hein, Francis? C'est ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Sanjay
de son côté, va en fait nous faire bifurquer sur 3 groupes sans qu'on ait le choix de choisir. Et à ce moment-là, on aura comme discussion, et je vous demande de noter ça, quels sont les bailleurs de fonds dans votre pays et quelles influences ils exercent. Il va y avoir 20 minutes de discussion. Donc, je demande à Francis et à Gilles de désigner un volontaire ou de rendre volontaire un désigné selon ce que vous souhaitez, de manière à ce qu'il prenne des notes et que cette personne après puisse en faire la synthèse. Donc, probablement, ce qui serait intéressant, c'est sur les personnes qui vont prendre les notes, de faire quelques colonnes selon chaque pays et puis de noter les bailleurs de fonds. Première question, quels sont les bailleurs de fonds et quelles influences ils ont sur la chaîne d'approvisionnement? On fait comme ça, Gilles? Parfait. Okay, I've created the groups. Let me know. I'll just open it as you guys are ready. Il faut être sûr que Francis, est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes là? Sanjay, can you unmute Francis? I think he can unmute himself. Francis? Francis était là il y a 5 minutes. Il est toujours là, mais répond-il? Francis, on ne peut pas t'entendre. Oui, donc Monsieur Yvan dit que dans le Congo-Brazzaville, qui est un petit pays de 5 millions, il y a une centrale d'achat qui distribue aux hôpitaux des départements. Donc, ça serait probablement un pays relativement centralisé. Francis, are you ready? Pour ceux, et Monsieur Pascal, pour ceux qui ne veulent pas participer, à ce moment-là, ils restent sous muet. Hein. Allô? Francis? Allô? Oui. Vous êtes prêt pour créer des groupes? Désolé, Monsieur Pierre, je ne saurais pas vraiment participer, sinon vous entendez Pas de problème. ce qui se passe. Ouais, désolé vraiment. Pas de problème. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Okay, then I'm opening the groups. Yes. Allô, je me suis déconnecté un moment là. Allô? Allô? Yeah, Francis, we have opened the groups. You're audible. OK.
Merci bien, bienvenue, bon retour à tout le monde. Welcome back, comme disent les anglo-saxons, même si ce n'est pas forcément ce qu'on veut promouvoir. Je crois qu'on attend encore des groupes, hein. Il y a encore des groupes qui ne sont pas revenus. Voilà. Voilà, donc maintenant que le groupe de Pierre est venu, je suppose que tout le monde est revenu. C'est ça. Nous étions 9 et nous avons pu discuter de 3 pays, Haïti, Niger et la Côte d'Ivoire. Et vous? Nous, on a discuté de plus de pays et nous étions plus nombreux. Voilà, donc on ne va pas commencer le concours tout de suite, hein, Pierre. Quel pays? Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina. Mais je vais laisser Stéphane Lungo, peut-être. Stéphane Lungo, qui était notre rapporteur, vous donner un peu le contenu des discussions qu'on a eues. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez les 3, sauf la Côte d'Ivoire, puisque nous, on l'a. Comme ça, vous présentez 3 pays différents des nôtres. Et ensuite, il faut demander à Francis où est-ce qu'ils en sont. Ils ne sont pas encore revenus, Francis? Si. Je suis là. Mais si. C'est bon. Oui, nous étions 11, en majorité représentés par la RDC. Donc, on a travaillé sur 3 pays, la RDC, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, comme vous dites, on va présenter la RDC. C'est un gros bébé. Et puis le Burkina, si vous voulez. Et puis laissez-nous la Côte d'Ivoire, comme ça on en aura 3 chacun. D'accord? 3 ou 2. Si jamais on présente un peu les mêmes, ça peut être aussi... Ok. Ça peut permettre de comparer. On va voir si jamais... Ok. À vous, Gilles. Ok, donc Stéphane Lago, on vous laisse représenter, faire le compte-rendu, s'il vous plaît. Ok, merci et bonjour une fois de plus à tout le monde. Nous avons travaillé sur la question de savoir quels étaient les bailleurs de fonds dans notre pays. Nous avons eu 3 intervenants, 4, notamment le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. En ce qui concerne le Burkina Faso, le participant Pascal Ouedraogo nous a cité notamment l'OMS, USAID, le Speed Up Africa, la Banque mondiale, et notamment parce qu'il travaille dans le programme MTN, également des bailleurs comme l'État. Il nous a également signalé le fait que Speed Up Africa faisait également dans le domaine de la communication, donc un plaidoyer pour la mobilisation des ressources. L'influence donc de ces différents bailleurs, bien que je n'ai pas pu relever tout, qu'il existe une dépense pour l'État, mais que cette dépense est assez faible. Donc, il est seulement basé sur des investissements spécifiques. Cela influence donc la disponibilité et la quantité des vaccins, des produits pharmaceutiques qui peuvent être disponibles dans le pays. Concernant le Bénin, comme bailleur de fonds, nous avons l'OGIVAC, l'UNICEF et bien d'autres. L'influence est qu'il y a un manque de quantité qui soit inférieure, puisque la commande ne vient pas directement des besoins réalisés, évalués au niveau communautaire ou bien au niveau des régions. Donc, les quantités commandées au niveau supérieur ne sont pas toujours en adéquation avec les quantités et les qualités reçues après les dispatchés. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons l'OMS comme bailleur de fonds, la Banque mondiale, qui est plutôt pour des centrales d'achat. Ils sont dans les produits de gratuité ciblée, notamment pour lutter contre le paludisme et le VIH. Donc, ces bailleurs décident en fait des produits et des molécules qui seront disponibles. C'est la qualité et la disponibilité. En ce qui concerne notamment le Cameroun, nous avons USAID, le HCR, l'OMS, PEPFAR, CHAI, Plan, UNFPA et le CAP régional ou bien le CAP central. C'est la gestion au niveau national qui s'occupe également
l'approvisionnement. L'influence que nous pouvons généraliser de notre intervention, c'est que la qualité et les quantités des produits disponibles, aussi bien au niveau régional que dans les districts de santé ou les zones de santé pour certains, ne respectent pas toujours en quantité et en qualité la demande ou bien les besoins réels de la population, d'où la couverture n'est pas toujours optimale. Nous avons encore une autre intervention qui mettait un accent sur les dons que faisait l'UNICEF en matériel de chaîne de froid pour la conservation des vaccins. Pour les réalisations, nous avons les capacités de stockage des entrepôts qui sont souvent mises à jour. Et dans d'autres pays, il y a des chambres frigorifiques qui ont été mises en place, des réhabilitations. Et nous notons également la formation du personnel de santé qui est fait par des logisticiens ou bien tout personnel qui est responsabilisé pour la gestion des approvisionnements et des stocks. Nous avons également des dépôts régionaux qui sont construits de part et d'autre. Nous avons terminé notre session pour pouvoir intervenir sur l'équilibre qu'il pouvait avoir entre les investissements nationaux et internationaux. Bon, sur ce, nous n'avons pas eu d'intervention précise. Les investissements internationaux écrasent un peu les différents investissements nationaux. Ça, c'est pour ma part, c'est juste un ajout. Je vous remercie. Si d'autres membres du groupe ont des éléments à apporter, ça serait la bienvenue. Merci vraiment beaucoup pour ce compte rendu. Hein. Très, très exhaustif, très précis. Merci. Merci beaucoup. OK. On propose à Francis de nous présenter la personne qui a pris les notes. À vous, Francis. Alassane va présenter, Alassane de la Côte d'Ivoire. Oui, merci Francis. Je ne sais pas avec votre permission si je peux partager mon écran. Je crois que l'option est désactivée à mon niveau. Sanjay, could you give the right to share screen for Alassane Kamagate? OK. On est en train de... C'est bon, Alassane? Oui, c'est bon. Merci. Thank you, Sanjay. Est-ce que vous voyez mon écran? Super. C'est parfait. D'accord. Je passe en mode diaporama. Alors, nous, à notre niveau, nous avons traité de 3 pays, que sont la RDC, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et on a subdivisé en fait les différents bailleurs en fonction de leur niveau d'activité. Donc, il y a ce qu'on appelle les bailleurs multilatéraux, les bailleurs bilatéraux et ceux qui subventionnent directement le privé ou les ONG. Et donc, au niveau des bailleurs multilatéraux, on constate bien qu'au niveau des 3 pays, c'est pratiquement les mêmes bailleurs qu'on a parce que c'est des bailleurs qui agissent sur un plan régional en fait. Donc, ils ont un plan pour toute une région ou toute l'Afrique même. Et donc, au titre de ces bailleurs, il y a le Fonds mondial, la Banque mondiale, Gavi, l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA, le PNUD, l'Union européenne et le PAM. Et on retrouve ces mêmes bailleurs au niveau des 3 pays que sont la RDC, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Pour les bailleurs bilatéraux, là, il y a quand même quelques petits changements parce qu'ils n'interviennent pas tous dans les mêmes pays. Donc, en RDC, on a USAID, l'Union européenne, la coopération française, UKAID, OICA et NABEL, pour ceux qu'on a pu citer. Au niveau du Burkina, en plus de l'USAID et de la coopération française, il y a la coopération belge. Et en Côte d'Ivoire, il y a l'USAID et la coopération française. Pour les bailleurs intervenant au niveau des privés ou des ONG, et là, on a beaucoup de bailleurs parce qu'il y a aussi des bailleurs nationaux. Donc, en RDC, il y a la Fondation Clinton, MSF, la Fondation Elisabeth Glaser, BEDOM, Action d'Amiens, ACF, qui est Action contre la faim, IMA, Médecins du Monde, PARES, Actraf, Cordaid, ABT Associates, ADR et Chemonix. Au niveau du Burkina Faso,
On a la Fondation Clinton également, MSF, ACF, Médecins du Monde, la coopération danoise et IRC. Et pour la Côte d'Ivoire, on a également la Fondation Clinton, MSF, la Fondation Elisabeth Glaser, Aconda, FHI 360, ACF, Save the Children, on a Médecins du Monde, EBT Associates et on a PSI. Donc, voilà un peu comment on a réparti un peu les différents bailleurs pour ces 3 pays. Je vous remercie. Si les membres du groupe ont quelque chose à ajouter. Monsieur Alassane, j'ai une question pour vous. Quand vous parlez de PSI, est-ce qu'ils interviennent à titre personnel ou ils interviennent parce qu'ils ont un financement de USAID ou alors du Fonds mondial? Je pense que ça peut exister et Chemonix, ça dépend du financement USAID. En fait, ce qui se passe ici, c'est que y a le flux d'argent et à ce moment-là, vous parlez des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et les privés, quelquefois, ils financent eux-mêmes, mais quelquefois, ils implémentent. Donc, en fait, ce sont plus des implémenteurs. Et effectivement, c'est plus des implémenteurs ici dans le contexte. Parce qu'ils bénéficient de financement soit de l'USAID ou du Fonds mondial, par exemple. Oui, oui. Mais vous avez raison, Clinton, ECPAF, Action d'Amiens, tout ça, s'ils ne reçoivent pas de l'argent du Fonds mondial, c'est des financements propres. Bien sûr. Mais je suis assez d'accord avec vous. C'est une subtilité, en fait. C'est ça. Bravo. Merci. OK. Il y a Angèle qui a levé la main. Il y a Angèle Dohou qui a levé la main. Oui, effectivement. C'était juste pour comprendre la notion de multilatéraux et bilatéraux. Je ne suis pas habituée à ces notions-là. Vas-y, Gilles. Les bailleurs multilatéraux, donc c'est par exemple USAID qui va en effet distribuer les fonds de manière multilatérale, hein, donc entre différents, par exemple l'UNICEF. L'UNICEF est aussi multilatéral. L'OMS est multilatéral. Ils reçoivent des fonds de différentes sources et ils les envoient sur différentes sources. Un rapport bilatéral, ça va plutôt être justement entre un État, par exemple l'AFD et justement l'USAID, quand ils ont une relation de one-to-one avec un pays. Donc, par exemple, quand on dit un bailleur bilatéral, c'est en effet un pays qui est en relation directe avec un pays et qui donne de l'argent directement à ce pays. Un bailleur multilatéral, il va collecter de l'argent de différentes sources et il va la donner à différents pays. Voilà. On peut penser peut-être que dans le bilatéral, il y a plus d'influence que dans le multilatéral. On pourrait dire normalement que l'OMS n'a pas d'agenda politique, puisque c'est un bailleur multilatéral et ils ne doivent pas porter un message spécifique. Alors qu'on pourrait penser que, par exemple, s'il y a un financement qui vient, je ne sais pas, de France, de Chine ou des États-Unis, il y a derrière peut-être un agenda politique, puisque c'est des fonds d'un État. Mais globalement, multilatéral, c'est les agences des Nations Unies. Hein. Alors, le Fonds mondial n'est pas forcément des Nations Unies, mais l'OMS, UNICEF, Gavi, parce qu'en fait, ils captent les financements, comme disait Gilles, de plein de pays. Voilà. C'est clair? Oui, très clair, merci. OK, très bien. Et par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, qui est quand même assez importante et influente. OK, très bien. On va demander. Il y a plusieurs mains, il y a 2 mains qui sont levées. Hein. OK, allons-y. Donc, on commence par. Monsieur Karl Marx. En fait, c'était pour apporter une réponse par rapport à la question multilatérale et bilatérale. Je pourrais aussi ajouter, juste pour dire que quand je prends actuellement le fonds COVAX par rapport à la vaccination anti-Covid, il y a plusieurs bailleurs qui interviennent. C'est plus que multilatéral. C'était ce que je voulais ajouter. Merci.
Merci. Tout à fait. Monsieur Pascal? À vous. Non. Non. La main est montée et redescendue. OK, on va demander à Monsieur Glaubert, s'il vous plaît, de faire la synthèse de notre groupe Haïti, Niger et Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, de m'accorder la parole. Je vais vous faire la synthèse de notre séance faite à huis clos. Nous avons... On était 9, hein, on n'était pas 8. On était 9. Pardon? C'est une blague. À huis clos. Ah, d'accord. Il disait à huis clos. Oui, oui, c'était à huis clos. Pierre, préviens-nous quand tu fais des plaisanteries, Pierre. Merci beaucoup. OK, nous avons travaillé sur 3 pays, Haïti, Niger et Côte d'Ivoire. On nous a demandé des bailleurs de fonds et leur rôle. Je prends l'intervention de M. Alain Brice. Il a présenté le pays, donc Haïti, comme bailleur de fonds, bailleurs. Nous avons Gavi, nous avons UNICEF, nous avons Banque mondiale, nous avons USAID et nous avons OMS. Et quels sont les rôles par rapport aux bailleurs de fonds? Si nous prenons Gavi, Gavi se trouve dans l'acquisition de vaccins. UNICEF également se trouve dans l'acquisition de vaccins traditionnels. Par rapport aux autres bailleurs, je n'ai pas pu enregistrer correctement les éléments que M. Brice avait énumérés, mais j'ai juste noté, il y a Promesse qui fait l'entreposage de tout le médicament des bailleurs de fonds. Et à travers l'IPES, c'est le ministère de la Santé qui fait la réception et qui autorise aussi la sortie, donc la distribution de médicaments. Et je crois qu'ici, on pouvait noter qu'il n'y a pas de circuit parallèle, tout est centralisé et on peut gérer sans difficulté. Voilà, nous passons par rapport au Niger, c'est M. Emmanuel qui a intervenu. Par rapport aux bailleurs de fonds, nous avons le Fonds mondial, nous avons USAID, Banque mondiale, nous avons INFP. Par rapport à leur rôle, lorsque nous prenons le Fonds mondial, c'est dans la prise en charge disponible des antipaludéens et les antituberculés. Pour USAID, c'est dans l'acquisition et renforcement des capacités. C'est comme ça que j'ai enregistré. Pour UNICEF, c'est acquisition de vaccins. Pour Banque mondiale, c'est par rapport aux antipaludéens. Pour INFPA, c'est la santé et reproduction. Et Action Damier, c'est achat des antituberculés. Voilà, par rapport au pays Niger, ce sont les éléments que j'ai enregistrés. Mais j'ai connu un problème avec la Côte d'Ivoire. Je crois que M. Pierre pourra m'ajouter parce que je n'ai pas sérieusement enregistré. La connexion m'est compliquée. J'ai dû vraiment faire le tout pour prendre quelque chose. Bon, ici, j'ai commencé à enregistrer les éléments quand on parlait des agences principales à Abidjan. En tout cas, c'est là où je me suis arrêté et je n'ai pas enregistré tous les éléments. Si M. Pierre peut je prends la suite. m'ajouter. Oui, pour la suite. Pour conclure sur le Niger, c'est une chaîne d'approvisionnement assez intégrée avec des bailleurs de fonds relativement classiques. Voilà.
Pour la Côte d'Ivoire, il y a les bailleurs de fonds classiques, n'est-ce pas? USAID, le Fonds mondial, UNICEF avec les vaccins, la Banque mondiale, et globalement, tout ce qui est programmatique, c'est acheté par les propres bailleurs de fonds ou par les implémenteurs, et ensuite, c'est transmis à la NPSP, qui fait office d'entreposage central et de transport-distribution. Pour les produits programmes et pour les produits MEG, ils achètent aussi les produits MEG sur fonds propres. Il y a un niveau régional et ensuite, c'est les districts sanitaires qui achètent au niveau régional de la NPSP et qui livrent, ou alors les formations sanitaires qui viennent livrer, qui viennent chercher au district de santé. Donc, en conclusion, là aussi, une chaîne d'approvisionnement assez intégrée avec des bailleurs de fonds à la marge en parallèle, mais globalement, c'est relativement bien intégré. Je propose de faire un peu une synthèse de ce qu'on vient d'apprendre et puis je passerai la parole à Gilles qui pourra lui aussi faire la synthèse. Mais globalement, vous voyez qu'il y a des bailleurs de fonds qui sont très spécialisés. Le Fonds mondial il est spécialisé dans 3 maladies plus le Covid maintenant. USAID, c'est le palu, la tuberculose et le VIH. La Banque mondiale est peut-être un peu plus large. L'Union européenne plus large. Il y en a certains qui sont aussi plus focalisés sur l'assistance technique, sur les équipements, plutôt que les médicaments purs et simples. Maintenant, on n'a pas parlé dans les bilatéraux de la Chine qui fournit beaucoup de médicaments. Il y a d'autres pays aussi, l'Inde qui fournit des médicaments. À une certaine époque, au Bénin, j'ai rencontré des ambulances qui étaient fournies par l'Inde, des ambulances qu'on appelait dons d'Inde, dindons, les dindons, dons d'Inde. Vous voyez, chaque bailleur de fonds a globalement une spécialisation et chaque implémenteur ou partenaire comme l'OMS a des spécificités plus régulatoire. Chemonic, c'est très chaîne d'approvisionnement, il dépend des financements du USAID. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête quand on fait l'analyse des bailleurs de fonds ainsi que des agences techniques ou des implémenteurs. À toi, Gilles, qu'est-ce que tu veux rajouter ? Ton microphone. Je crois qu'on ne va pas rajouter grand-chose, qu'on est un petit peu en retard hein, sur le timing. OK. Donc, je crois qu'on va essayer d'avancer, mais en effet, c'était des discussions intéressantes. Merci vraiment pour vos inputs. Merci aux 3 groupes. Allons-y. Donc, si on suit, on a un sondage qui doit arriver tout de suite. Voilà, exactement. Considérez-vous les fabricants de produits pharmaceutiques comme faisant partie de la chaîne d'approvisionnement? Alors, oui, ils font partie intrinsèque de la chaîne d'approvisionnement de la santé. Non, ils ne font pas partie de la chaîne d'approvisionnement de notre pays. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut lancer le sondage? Et Gilles, c'est un peu un piège que tu nous donnes là, non? Je ne suis pas sûr. Réponse 3. Lançons le sondage, s'il vous plaît, et puis on va voir. Pendant qu'on lance le sondage, je vous propose que s'il y a des questions, des points que vous auriez souhaité discuter, voilà. Sinon, on peut avancer. Et puis le sondage est là. On vous demande de répondre au sondage, s'il vous plaît. Vite, vite. D'accord. Bon, on répond au sondage. Et puis, s'il y a, à moins qu'il y ait des points brûlants, sinon, on va avancer.
on va avancer vers la suite de nos questions. De toute manière, on a un deuxième élément de question juste après. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui influence la gouvernance, hein, et la structure, qu'est-ce qui dépend de la gouvernance. Donc, qu'est-ce qui influence en fait la gouvernance et la structure d'une chaîne d'approvisionnement. Donc là, on a plusieurs éléments qui sont listés. Hein, ce ne sont pas les seuls, mais ils représentent quand même pas mal d'éléments qui vont en effet influencer la manière dont une chaîne d'approvisionnement va être organisée. Alors, bien sûr, il y a des éléments voilà, en termes d'organisation, hein, sur comment les produits vont évoluer, comment les informations vont être échangées, comment les financements vont être dirigés vers les endroits où ils doivent être dirigés, voilà, quels systèmes vont être mis en place, que ce soit des systèmes d'infrastructure, que ce soit des systèmes informatiques, par exemple, ou des systèmes d'information, ou des systèmes organisationnels. Donc, la structure du système de la santé, il y a un point qui est important, en effet, c'est est-ce qu'elle est centralisée ou décentralisée, voilà. Est-ce que les informations sont prises de manière centrale ou est-ce qu'elles sont prises de manière décentralisée? Ça va déjà beaucoup influencer la façon dont la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement. La structure juridique de la centrale d'achat, par exemple. Est-ce que c'est une structure indépendante? Est-ce qu'elle est financée directement par l'État? Est-ce que c'est un fonds de recouvrement, par exemple, qui va fonctionner avec les revenus des produits vendus? La relation avec le ministère et les autorités centrales et sous-nationales. Donc, toute cette structure-là va énormément influencer la façon dont la chaîne d'approvisionnement va fonctionner. Les politiques gouvernementales, bien entendu, hein, en termes de gestion de ressources humaines. Si jamais tous les employés, par exemple, sont des employés de l'État, le fait d'être fonctionnaire va avoir beaucoup d'influence sur la manière dont le travail va être mené, sur le renforcement des capacités, sur les projections à long terme que le personnel peut avoir. Ça va aussi avoir des impacts sur la gestion financière, sur les marchés publics. Il y a des montants très bas pour les appels d'offres, par exemple. Ça peut avoir un impact. L'écosystème des bailleurs de fonds, on l'a vu, en fonction du nombre de bailleurs de fonds qui sont présents, le nombre de bailleurs de fonds va avoir une personne et la manière dont les investissements vont se faire. La présence du secteur privé. S'il y a un secteur commercial privé très développé, ça va permettre souvent des accès là où une chaîne centralisée gouvernementale ne peut pas aller. Donc, c'est vrai que le développement du secteur privé est très important pour comprendre la gouvernance. La sous-traitance de certaines fonctions aussi. Est-ce que l'État a décidé d'externaliser? Il y a un micro là qui est ouvert. Sanjay, je ne sais pas si on peut... Sanjay, there's a mic which is open. Yeah, I'm sorry, I'm not able to mute Freddy. It's coming from Freddy. Okay. Freddy, if you can mute yourself. Freddy, si vous pouvez... Freddy, si vous pouvez éteindre votre micro, c'est bien. Voilà, donc la sous-traitance de certaines fonctions d'approvisionnement aussi, si on décide de sous-traiter le stockage, par exemple, ça va avoir un gros impact sur la manière dont la chaîne d'approvisionnement. Tous ces éléments-là qu'on discute, ils sont très importants parce que si un jour vous devez commenter, influencer, participer, voire décider de la manière dont la chaîne d'approvisionnement doit s'organiser, que ce soit au niveau d'un district, que ce soit au niveau d'une région, ou que ce soit au niveau d'un État, voire au niveau d'une sous-région, c'est vraiment, ces éléments-là sont des éléments très importants à prendre en compte parce qu'ils vont guider des choix, des décisions de management qui vont être faites. Donc, c'est pour ça qu'en début de réunion, Pierre mentionnait les 3 flux sur lesquels on va travailler maintenant un peu, qui sont les flux de produits, comment le produit bouge de A vers B, d'un point A vers un point B, les flux financiers, comment les flux financiers permettent de balancer, de contrebalancer les flux de produits et permettent à ces flux de produits d'avoir lieu, et puis les flux d'informations.
des flux d'informations qui vont permettre en effet d'échanger des informations, que ce soit sous la forme de documents comme des bons de livraison ou sous la forme de données informatiques qui s'échangent directement par les systèmes. Donc, déjà, avant on va se proposer de prendre 5 minutes pour discuter de ce point-là. Juste, il y a le retour du sondage. Sanjay, I don't know if we can have the results of the voilà. Donc, le résultat du sondage. Considérez-vous les fabricants de produits pharmaceutiques comme faisant partie de votre chaîne d'approvisionnement? Donc, tout le monde dit 84% oui. 13% non, ils ne font pas partie, et 3% je ne suis pas sûr. Bon, je pense que voilà, la majorité, une fois n'est pas coutume, a raison. En l'occurrence, en effet, on peut quand même considérer que les fabricants de produits pharmaceutiques font partie de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, en effet, si on considère que l'on parle que de la chaîne d'approvisionnement nationale et que la plupart des fabricants sont à l'international, on peut se dire, ben voilà, moi je considère ma chaîne d'approvisionnement nationale et je considère que tout ce qui est en dehors, c'est une chaîne globale, un réseau d'approvisionnement, plus qu'une chaîne d'approvisionnement peut-être, un réseau d'approvisionnement global. Et donc on peut comprendre qu'en effet cette question-là, bien que ce soit un peu un piège, en effet, puisse être débattue, quoi. On peut ergoter, quoi. Voilà. Très rapidement, est-ce que sur ces points-là qui influencent la structure, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite rajouter quelque chose, dire en effet quels sont les éléments qui semblent très importants pour déterminer la gouvernance et la structure, l'organisation d'une chaîne d'approvisionnement? Moi, j'ai un commentaire quand ils auraient été épuisés, les autres. D'accord. Pierre aura un commentaire. Mais avant qu'on donne la parole à Pierre, est-ce que quelqu'un d'autre, quelqu'un souhaite commenter? Oui, Karl Marx, on vous écoute. Oui, je voulais juste revenir par rapport à la situation de, quand on prend par rapport à la question de l'influence de la structure. Au fait, je le dis en tant que constat et je nous pose cette question. Quand je prends une chaîne d'approvisionnement qui est à plus de 50% dépendant de l'extérieur, dépendant des bailleurs, est-ce que ce n'est pas aussi un élément qui va influencer la pérennisation de cette chaîne d'approvisionnement? C'est-à-dire, je me pose cette question parce que est-ce que ce n'est pas aussi un facteur qui va influencer la structure de cette chaîne d'approvisionnement? Ah, mais ça, vous savez, comme on dit, on dit souvent la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc, c'est vrai que cet enjeu des financements est très, 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 très stratégique. Et on peut imaginer, en effet, que d'un seul coup, si un bailleur important se retirait, ça pourrait avoir un impact dramatique. Enfin, dramatique. Ça pourrait avoir un impact vraiment conséquent sur les charges. Considérable. Considérable, ouais, merci. Considérable plus que dramatique, je crois que le mot est plus juste. Merci beaucoup. Donc, en effet, ça pourrait avoir un impact considérable. Maintenant, en effet, je pense que beaucoup d'États ont des plans de contingence. Ils savent, en effet, notamment, par exemple, avec des gammes de produits qui sont, par exemple, les produits qui sont de première nécessité, sur lesquels ils ont des fonds de recouvrement qui sont mis en place, qui leur permettent une réelle autonomie sur une gamme de produits qui sont des produits essentiels. Le fait qu'on travaille aussi avec des partenaires qui sont justement, comme on le disait, des partenaires multilatérales, ça fait qu'il y a des engagements contractuels sur la durée, qu'en fait l'interlocuteur, ce n'est pas un pays qui peut se retirer à tout moment, mais c'est le Fonds mondial pour la santé, c'est l'OMS, c'est l'UNICEF, qui sont des bailleurs multilatéraux, donc qui normalement ont une stabilité. Mais votre point, Karl Marx, il n'y a pas de réponse facile à ça. Okay, voilà. Donc, okay. Je vous donne des mots comme ça pour ajouter, mais c'est un enjeu de fond. Voilà.
En fait, si je peux réagir là-dessus, Monsieur Karl Marx, vous avez mis le doigt là où ça fait mal. En règle générale, tous les bailleurs de fonds qui mettent la main à la poche et qui aident un pays, ils auront souvent des conditions, si ce n'est pas clair, ou des conditions cachées. On ne va pas nommer l'Union européenne, USAID ou le Fonds mondial. Souvent, ils disent, mais nous, on veut bien vous donner des produits, mais par contre, il faut que votre chaîne d'approvisionnement elle fonctionne. Sans ça, on ne peut pas vous le donner parce que ça va créer du gaspillage. On ne veut pas ce niveau de gaspillage. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on va créer une chaîne d'approvisionnement parallèle. Ça existait dans plein de pays, ça. Et c'est quelque chose qui est souvent, qui a créé, en fait, Chemonix au sein de USAID, qui est très, très présente, dont le rôle est uniquement de renforcer les capacités en chaîne d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de consultants qui viennent. Il y a des bureaux un peu partout. Le Fonds mondial le fait moins, l'Union européenne le fait moins, ou alors c'est très, 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 très spécifique. Maintenant, la manière dont ils payent la centrale d'achat, entre 5 et 12%, ça conditionne la réforme de la centrale d'achat. J'étais dans un certain nombre de pays où il y a eu une coalition de bailleurs qui ont dit ben non, la centrale d'achat, elle doit être réformée. Dans d'autres, ils ont sauvé la centrale d'achat vis-à-vis d'un ministère qui était un peu plus prédateur. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais réagir. L'autre point… Pierre, juste avant que tu donnes ton deuxième point, Pierre, il y a Cédric qui a levé la main. Donc Cédric, je vous propose qu'on vous écoute. Après Pierre, et puis après on va avancer parce qu'on est en retard, quoi. Cédric, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Désolé, je suis venu un petit en retard et j'ai pu vous prendre en cours de route. Mais j'aimerais participer à tout ce qui influence la structure, en fait. Et au niveau de la chaîne d'approvisionnement, comme nous l'avons épinglé tantôt ici, du fait qu'il y a un apport non négligeable des bailleurs des fonds, certainement, il doit y avoir l'influence dans la chaîne d'approvisionnement. Certainement, je me mets dans un contexte un peu politique, excusez-moi les termes, on dit souvent en politique, la souveraineté de l'État est une notion relative. Bien que tous les États sont théoriquement souverains, mais tous ne disposent pas les mêmes moyens pour défendre leur souveraineté. Par là, je voulais dire simplement que là où les bailleurs des fonds mettent des moyens, ils ont l'influence. Ils peuvent même sélectionner pour vous les fournisseurs et ils peuvent même déterminer les quantités qu'il faut par rapport à ce qu'ils ont dans leur enveloppe. Et si jamais cette quantité ne corrobore pas avec les besoins, et du coup, ça peut influencer la chaîne d'approvisionnement. Voilà un peu les points de vue. Sinon, ce que moi, je pensais réagir face à cette question. Merci. Merci beaucoup, Cédric Longo. Merci beaucoup. Pierre, à toi, pour ton dernier commentaire. Oui, en termes de structure, rappelez-vous que dans certains pays, et pour des raisons historiques, la centrale d'achat est au niveau central et au niveau régional, mais elle n'est pas au niveau de district. Dans d'autres pays, elle fait de bas en haut. On a même vu des centrales d'achat qui ont un gestionnaire dans les formations sanitaires. Ça a une grosse influence, parce que ça veut dire que la centrale d'achat, elle fait tout de bas en haut. Elle fait l'achat des produits maigres, elle fait l'entreposage au niveau central, régional, district, et le transport, distribution des produits maigres et des produits programmes. Dans d'autres pays, elle ne fait pas tout. Ça veut dire qu'elle n'est pas toute la chaîne d'approvisionnement. Et souvent, on l'oublie, on a parlé de la Côte d'Ivoire, la NPSP, elle est un des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, mais il y a aussi le niveau du district qui dépend non pas de la NPSP, mais qui dépend d'un autre département du ministère de la Défense, de la Santé. Et ça peut créer un manque de cohésion. C'est le détail que je voulais apporter à la discussion. Merci. À toi, Gilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre.
J'ai vu Rodriguez Musomoni, vous avez levé la main. Je vous donne une petite minute, parce que vraiment on est très en retard. Merci, je voulais juste compléter M. Lyongo Cédric par rapport à l'influence des bailleurs des fonds. Moi, je dis que les bailleurs des fonds ont une influence vraiment énorme, parce que chez nous, en RDC, on fait même des transitions d'un produit à l'autre sans pour autant tenir compte de stockage qu'on a dans des structures. Et le bailleur des fonds vous dit que non, nous, on veut qu'on puisse travailler avec tel dosage, même s'il y a des stockages, des quantités importantes de produits, même si ça va périmer, ce n'est pas votre problème. Alors, au niveau des structures, maintenant, il y a plein de quantités de produits qui sont périmés, mais jusqu'à là, même le bailleur des fonds ne dispose pas de l'argent pour récupérer ces produits-là pour les brider ou les détruire. Donc, leur influence aussi impacte plus au niveau des structures, parce que s'ils prennent des décisions pour un produit ou un dosage quelconque, nous, on n'a pas les choix. Donc, on accepte parce qu'on n'a pas les moyens. Merci, merci beaucoup. Ouais, merci vraiment beaucoup pour ce commentaire. C'est vrai que voilà, c'est une situation qui est, ce que vous décrivez, c'est vraiment quelque chose qui crève le cœur, quoi, parce que c'est vraiment malheureusement des situations qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, hein, où en effet, où il y a des intérêts qui semblent parfois contradictoires avec les besoins. Bon, dernière, je veux plus de main après, hein, s'il vous plaît, parce qu'on doit passer, on doit avancer. Hubert Belge, on vous écoute, s'il vous plaît. Oui, merci pour la parole. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce que les autres, mes prédécesseurs venaient de dire par rapport à l'influence des bailleurs des fonds. Mais en me posant aussi une question que je peux partager. Et on a constaté qu'en lisant les documents nous envoyés dans les liens pour la chaîne d'approvisionnement de la Tanzanie, j'ai vu que c'est l'USAID, bien sûr, avec la détermination du gouvernement de leur politique, ils ont eu à construire et aussi à faire de leur centrale un point de distribution qui dessert même la SADC. Mais je me pose la question avec ce même USAID que nous avons en RDC ici, où nous avons la C2. Je prends par exemple le cas des antipallidiques, où nous passons parfois même 3 mois de rupture sans ces produits. Là, on n'a pas construit, on n'a pas demandé l'équipement, on n'a rien, mais juste l'approvisionnement ou le financement de ces produits-là. Mais dans d'autres pays, nous voyons que la Tanzanie s'est développée avec l'appui de l'USAID. Mais dans d'autres pays, toujours l'USAID est omniprésent, pas d'avancée. Qu'est-ce qu'on peut constater? Bien qu'il y a l'influence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, que la main qui donne, c'est celle qui commande. Mais quand la main donne, chez les autres là-bas, ils respectent leurs conditions. C'est pourquoi il y a de l'évolution. Et ici, en RDC, on ne respecte pas les conditions de l'USAID pour qu'on connaisse, on encaisse les ruptures, par exemple, des antipallidiques dont je venais de citer. C'est ça ma préoccupation. Bon. Déjà, il faut quand même reconnaître, hein, je vais laisser Pierre répondre à cette question, mais il faut quand même reconnaître que la RDC, c'est quand même un pays, au niveau de la logistique, extrêmement compliqué. C'est un grand pays avec, en effet, voilà, beaucoup de communications qui sont, voilà, qui parfois, il faut renforcer. La communication, voilà, qui peut être compliquée pour atteindre toutes les zones. Donc, vraiment, voilà, je crois qu'il faut vraiment reconnaître ça. Et qu'en effet, voilà, il y a aussi peut-être des éléments, par exemple, de stabilité politique, de continuité, qui peuvent aussi parfois aider sur les investissements. Après, en effet, il y a des choix, il doit y avoir des choix qui doivent être faits au niveau des bailleurs. Je crois que toutes ces questions-là, c'est vraiment ça aussi qui renforce un peu le besoin d'être en position de décision, d'être en position d'analyser bien les données. On va faire des cours sur tout ce qui est quantification et forecasting, tous ces éléments de prévision et de quantification. On va travailler là-dessus. C'est vrai que si on peut avoir des solides données, ça peut parfois aider dans une discussion qui peut être plus une négociation qu'une discussion avec le bailleur.
c'est un peu les réponses génériques que je peux faire. Pierre, si tu veux faire un mot pour qu'on passe à la suite. Non, moi je suis assez d'accord avec toi. Ça s'est très vu qu'il y a une CDR qui a une pléthore de produits et celle pas très loin qui est en rupture de stock. Il y a un problème, il n'y a pas de communication. Ça peut être des problèmes d'allocation, ça peut être, est-ce que c'est un problème de période sèche, période humide, est-ce que c'est, enfin, il peut y avoir beaucoup de causes fondamentales. Et je ne sais pas à quelle cause fondamentale vous faites référence. On peut en discuter sur le chat ou plus tard. On peut en discuter, mais c'est vrai qu'en effet, bon, là, on parle de l'écosystème des bailleurs de fonds, mais même l'écosystème, le contexte spécifique de chaque pays influence énormément. On voit que c'est un sujet qui est quand même très, très, très chaud, hein, mais c'est vrai, c'est un sujet important. Donc, peut-être que c'est un point qu'on pourra essayer de développer au travers d'un groupe de discussion sur la Hive. On va essayer d'avancer rapidement sur les différents flux de produits, hein, qui sont au nombre de 3. Donc, quand on regarde une chaîne d'approvisionnement, voilà, on parle souvent des 5 right, hein, les 5 biens, le bon produit au bon endroit, au bon moment, dans la bonne quantité et la bonne qualité. Donc, on parle souvent de ça. Il y a une autre manière de regarder une chaîne d'approvisionnement, c'est de penser ces 3 flux. Les flux de produits, comment un produit, c'est le flux physique du produit qui va de A vers B. Le flux financier, c'est comment les échanges financiers, les échanges d'argent vont accompagner ces flux financiers, ces flux de produits, pardon. Et puis le 3e flux, c'est les flux d'informations. Comment les informations vont circuler afin d'anticiper les besoins, de planifier les consommations, de s'assurer qu'on a les bonnes quantités en stock, de passer commande en temps et en heure. Donc, ces 3 flux-là sont des flux à suivre. Parfois, le flux d'informations peut être le plus compliqué des 3. Hein. Donc là, on a représenté quelques possibilités. Donc là, il y a un premier exemple, hein, qui est vraiment très, très classique, très simple, hein, où vous avez un service d'achat, une centrale d'achat. Hein, vous voyez le bâtiment en vert là, qui est en bas, qui passe une commande à un fournisseur. Le fournisseur expédie les produits. Il y a un entrepôt central dans le pays et cet entrepôt central va distribuer dans des entrepôts régionaux qui eux-mêmes ensuite vont. Donc là, on est dans un système en cascade, hein, très simple, d'une chaîne. On comprend bien l'idée de la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Ensuite, là, on peut avoir une organisation un peu plus complexe, hein, sur la manière dont les produits vont être transportés. Et notamment, il peut y avoir, en fonction des bailleurs de fonds qui vont créer leur propre chaîne. Donc ça aussi, c'est un problème, hein, en termes d'autonomie, en termes de contrôle sur ses propres ressources, de savoir qu'il peut y avoir à un moment ou à un autre un bailleur, ça peut être l'UNICEF sur des produits de nutrition par exemple, ça peut être l'OMS sur certains produits de vaccins qui vont dire, voilà, nous c'est cette chaîne-là qu'on veut, qui doit être suivie et on va la contrôler du début à la fin. Donc ça peut créer en effet des chaînes où il y a plusieurs entrepôts centrales, un entrepôt avec une ONG, un entrepôt de centrale privée, une centrale d'achat. Donc là, on a vu deux types d'exemples. Il peut y en avoir d'autres, hein, indépendamment d'ailleurs des attentes des bailleurs. Ça peut être une organisation qui a été créée de manière endogène, complètement autonome par un pays, où il va y avoir plusieurs entrepôts centrales. Un entrepôt central, par exemple, pour les produits qui passent par la chaîne du froid, un entrepôt central pour les matériels médicaux, un entrepôt central pour les consommables. Ça peut être en effet différentes. Mais plus on avance et plus on regarde la chaîne d'approvisionnement de manière globale, plus on se rend compte qu'en effet, on va avoir des flux de produits complexes qui ressemblent de plus en plus à un réseau, hein, comme un réseau un peu de neurones, là, avec beaucoup d'interactions, qu'à une chaîne proprement dite. Donc c'est vrai que des fois, le terme de supply chain, de chaîne d'approvisionnement, peut être un peu trompeur. Rapidement, on va passer encore en sous-groupe. Hein. On va essayer de prendre peut-être moins de 20 minutes
Je ne sais pas, Sanjay, if we can reduce the breakout room to 15 minutes. 15 minutes? Okay, all right. 15 minutes. Donc, on va essayer de prendre 15 minutes plutôt que 20 minutes pour discuter quels sont les niveaux intermédiaires de produits avant d'atteindre le consommateur, le patient, dans votre chaîne d'approvisionnement. Et puis, la chaîne d'approvisionnement est-elle intégrée ou fragmentée? Donc, on regarde rapidement encore les deux les niveaux. Vous pouvez avoir ici différents niveaux, le bailleur de fonds, le fournisseur 1, 2, 3, les centrales d'achat, les entrepôts régionaux, ensuite les centres de santé, peut-être aussi des entrepôts sous-régionaux ou des entrepôts au niveau des centres de santé, et puis peut-être encore après, ou des hôpitaux de district. Il peut y avoir toute une structure comme ça. Donc, quels sont les niveaux comme ça que votre chaîne d'approvisionnement connaît? Et puis, deuxièmement, est-ce que la chaîne d'approvisionnement est-elle intégrée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un centre qui peut prendre vraiment des décisions décisionnaires, ou bien est-ce qu'elle est fragmentée, c'est-à-dire de multiples bailleurs, de multiples programmes, par exemple. Voilà. Donc, je vous propose qu'on aille tout de suite en breakout room et qu'on discute de ça. On va prendre donc 15 minutes de discussion, et ensuite, on va rendre compte. Ce sont les mêmes groupes, là, Gilles? Oui, je pense. Je n'ai pas su les mêmes groupes. C'est 3 groupes, en tout cas. Si je suppose que ce sont les mêmes groupes. Sanjay, we can go? Yeah, 3 groups opening now. 3 groupes. Donc, ce sera la surprise de voir si on est les mêmes, dans les mêmes sous-groupes ou pas. En tout cas, il y a un groupe. Ouais, merci. Donc, vous pouvez tous cliquer sur la petite, sur la petite touche bleue, rejoindre la salle, votre salle de conférence. Merci. Rebonjour à tous. Nous avons 3 pays, la RDC, le Bénin et le Burkina Faso. 3 exemples particuliers. J'espère que toi, Gilles et Francis, vous avez aussi des choses intéressantes. Et j'ai un rapporteur, M. Rodriguez. Pour le groupe 1, on a travaillé sur le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad. Waouh! Eh bien, commencez. Pardon? Allez-y, commencez. Ok, Stéphane est le rapporteur, il peut prendre la parole. Stéphane, à toi la parole. Oui, Stéphane. Si Stéphane prend trop de temps, on peut commencer avec le groupe 2 sinon. Oui, allô? Oui. Oui, Stéphane, je suis là. D'accord, Stéphane, on vous écoute. OK, nous avons travaillé pour le groupe 1. Nous avons les pays présents, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC. Concernant la question de savoir les niveaux, combien de niveaux intermédiaires pour que le produit puisse parvenir au consommateur. Pour le Bénin, nous avons 2 niveaux et la chaîne de froid est la chaîne d'approvisionnement est intégrée. Il nous a fait part du principe de distribution, notamment des moustiquaires, qui après le niveau central arrive dans les mairies ou dans les zones, et d'autres organismes également comme Plan Bénin ou USAID qui aident également. Donc, 2 niveaux et système d'approvisionnement intégré.
Pour le Burkina Faso, les produits essentiels viennent notamment après je vais dire la manufacture arrive à la centrale d'achat. Après la centrale d'achat, nous avons des dépôts régionaux avant d'arriver dans les districts. Donc, nous avons 2 niveaux et pour certains produits, on constate que ça peut être fragmenté, notamment pour les moustiquaires. Après, nous avons le Cameroun, où après les laboratoires, nous avons le CAP au niveau central. Et après le CAP niveau central, nous avons le CAP au niveau des régions. Et chaque district ou formation sanitaire passe directement via le district pour passer sa commande au niveau des CAP régionaux et être livré. Donc, nous avons 2 niveaux et intégrés. Mais concernant d'autres produits ou consommables, notamment la distribution des denrées alimentaires, nous avons 3 niveaux dans ce cas-là, puisqu'après le niveau régional, il peut y avoir des entrepôts au niveau départemental. Et dans ce cas, il est fragmenté. Par la suite, nous avons la Côte d'Ivoire, qui est plutôt à 2 niveaux et intégrée, un peu comme le Burkina Faso. Par la suite, nous avons eu le Tchad, qui a 2 niveaux. Après les entrepôts, nous avons des entrepôts, 3 niveaux autant pour moi. Il y a un grand entrepôt qui reçoit tous les produits. Et par la suite, il y a des entrepôts dans les zones ou les départements. Par la suite, nous avons des warehouses dans les districts de santé. Et c'est là que les formations sanitaires viennent passer les différentes commandes pour les consommateurs. Or, donc, de manière générale, nous constatons que c'est le même schéma qui est adopté aussi bien pour le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Il y a un système principal qui est à 2 niveaux intégrés et à cela est greffé un système fragmenté de la chaîne d'approvisionnement qui peut être à 2 ou à 3 niveaux selon la consommable ou le produit qui doit être délivré au consommateur. Je pense que c'est d'une manière ramassée la synthèse du groupe numéro 1. Les autres membres du groupe pourront apporter des éléments d'ajout si j'ai pu oublier. Je vous remercie. Ok, merci Stéphane. Gilles, il faut que tu retires ton micro. Non. Ok, je propose à mon groupe de venir. Abou Ernest, pardon. Oui. Abou Ernest, vous aviez un point à rajouter. Abou, pardon. Oui, merci. Je voudrais apporter un petit éclairage. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il a dit 2 niveaux. Bon, moi, selon ce que j'ai cité, nous sommes à 4 niveaux de distribution, de 4 étapes avant que le produit atteigne le consommateur final. La centrale d'achat, les agences, les clients directs, dont les districts, et puis les centres de santé s'approvisionnent auprès des districts avant de distribuer au consommateur final. Voilà ce que je voulais ajouter pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup pour Adou, pour cette précision. Et en effet, des fois, il peut y avoir des moments où il va y avoir différentes analyses. Très, très rapidement, parce que vraiment, on est en retard. Donc, Joseph, vraiment, parce qu'on aime que les gens participent, vraiment, c'est un plaisir. Donc, Joseph, on veut vous entendre. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Mais s'il vous plaît, soyez court, parce qu'on est pris par le temps. Joseph, on vous écoute. Oui, alors, merci beaucoup. Je pense que c'est la même situation que Côte d'Ivoire. Le niveau central, le niveau intermédiaire et puis le niveau zone. Et puis les centres de santé. C'est justement ça. Merci. Merci beaucoup. Je propose qu'au lieu d'aller directement au groupe 3, on passe par le groupe 2. Hein? Pierre, désolé. Le groupe 2, c'était donc le groupe dont le rapporteur était Hubert Belge. Désolé,
il y a une main qui s'est levée. Igirnaji, si vous permettez, allez-y, Igirnaji, on vous écoute avant d'écouter Hubert. Ok, je dis merci pour la présentation très succincte du groupe numéro 1. Mais pour le Tchad, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais c'était juste pour les cas de plampidose, de plampinette, pour les cas de malnutrition, comment ça arrive jusqu'à chez nous et comment on dispatche ça dans les centres de santé, quoi. Donc, c'était juste le cas du programme alimentaire mondial que j'ai donné, mais pour le cadre général du gouvernement, ça, je ne maîtrise pas complètement. Merci. Merci beaucoup pour cette clarification. Donc maintenant, je propose qu'on ait le retour du groupe 2 avec Hubert Belge. Hubert Belge, s'il vous plaît. D'accord, merci. Merci. Nous avons eu à travailler pour deux pays, la RDC et la Côte d'Ivoire. Pour la RDC, déjà la deuxième question, c'est un système intégré. Et pour les niveaux, nous nous sommes arrêtés d'abord à 5 niveaux. Donc, nous avons les bailleurs et nous avons les PNAM avec FEDCAM au niveau national. Et nous avons les CEDER au niveau provinciaux. Et nous avons les bureaux centraux pour les zones de santé. Et enfin, nous avons les centres de santé qui, à leur tour, donnent au FOSSA. Et pour la Côte d'Ivoire, avec ce que nous venons d'entendre pour nos prédécesseurs, ou les allégations du collègue Adou, qui a dit 4 niveaux, mais malheureusement, chez nous, nous avons noté 3 niveaux, dont le système est intégré. Les 3 niveaux, c'est que c'est le niveau central, et les niveaux intermédiaires, et aussi les niveaux périphériques. Je pense, je me remets à Gilles et aussi au petit groupe, si j'ai été fidèle pour ce que je venais de rapporter. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'était fidèle. Alors, juste une petite remarque pour Stéphane Largot. En effet, vous avez bien raison, les femmes ne s'expriment pas beaucoup en plénière. Pourtant, dans les groupes, dans les sous-groupes, en tout cas chez nous, elles ont vraiment contribué à l'élaboration du rapport qui a été fait. Donc, voilà. On prend bonne note de ce que vous dites, Stéphane Largot. Et en effet, on engage toutes les femmes qui sont là à prendre la parole si elles le souhaitent. Mais on sait que des fois aussi, les gens les plus influents ne sont pas forcément les plus visibles. Donc, on garde ça en tête. Alassane, vous avez levé la main. Vous vouliez peut-être faire un commentaire sur le rapport qui a été fait? Oui, vraiment merci au rapporteur du groupe 2. Je pense qu'il a été fidèle. Mais juste pour faire une petite clarification en termes de différents niveaux que nous avons en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a Adou qui a parlé de 4 niveaux et dans notre rapport, il est ressorti 3 niveaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le niveau central, bon, moi, je l'ai compté un niveau, c'est au niveau de la NPSP. En fait, il y a là-bas 2 entités. Il y a la NPSP en tant qu'agence de distribution et puis il y a la NPSP en tant qu'agence centrale. Donc, quand le produit arrive, il est d'abord stocké en agence centrale et l'agence centrale approvisionne l'agence de distribution, soit celle d'Abidjan ou soit celle de Bouaké. Et donc, on peut la résumer en un seul niveau si on veut prendre la NPSP en tant qu'une seule entité, en fait. Donc, c'était pour dire aussi que c'est un système intégré, mais avec quand même une composante pour les produits sanguins et les vaccins qui sont, eux, gérés par, je veux dire, d'autres types de centrales que sont le programme élargi de vaccination et l'INHP et ensuite le Centre national de transfusion sanguine. Merci. Merci beaucoup, Alassane. Merci beaucoup. Passons donc au groupe 3 tout de suite. Pierre, over to you et à ton team. Merci. Monsieur Rodriguez. Oui, bonsoir. Bonsoir, à vous. Et pour les groupes 3, nous avons ici 3 pays. Il y a la RDC, le Bénin et le Burkina Faso.
Pour le compte de la RDC, je crois, nos prédécesseurs ont déjà énuméré le 5 niveaux. Il y a la FEDECAM ainsi que les CAM pour Kinshasa et d'autres qui va distribuer les produits au niveau des CEDER et même au niveau des programmes. Les CEDER et les programmes distribuent les produits au niveau des zones de santé et au niveau des zones de santé vers les fossats. Donc, c'est un système vraiment intégré parce que les achats se font au niveau de FEDECAM ou le DECAM. Pour Bénin, les achats se font à partir du bailleur des fonds. Ils vont les centraliser au niveau des canets. Et il y a au moins ce que l'intervenant dit, il y a eu le central d'achat des canets et des Cotonou. Et vont l'entreposer dans un dépôt de département ou un dépôt de région, dépôt régional. Et à partir du dépôt régional, il y aura la distribution au niveau des zones sanitaires. Et là, c'est maintenant les dépôts répartisseurs qui vont distribuer au niveau des centres de santé et des hôpitaux. Là, les patients auront procuré le produit. Mais il y a plus au niveau des Bénin, il y a eu un système d'approvisionnement aussi intégré, mais il y a eu quand même quelques soucis par rapport à d'autres chaînes d'approvisionnement parallèles. Mais il y a quand même un regroupement pour les partenaires privés ou les industries pharmaceutiques qui approvisionnent le médicament qui vendent aux officines privées. Là, ils sont vraiment en dehors de la santé publique. C'est plus pour les officines privées qu'ils font leurs achats. Pour Burkina Faso, il y a eu le bailleur des fonds qui achète le Zontra ou le médicament. Il va aller, il y a au moins 4 niveaux. Il y a le niveau central, le niveau intermédiaire, le niveau régional et ainsi que le niveau périphérique. Et il y a aussi un programme qui s'écarte un peu de la logique parce qu'ils achètent le produit avec leur propre lignée ou qui ne sont pas vraiment intégrés au système de chaîne d'approvisionnement du pays. Là, c'est le programme de maladies tropicales négligées et achètent le produit eux-mêmes et ils ont leur même entrepôt qui entreposent les produits pour leurs activités. Et lorsqu'ils ont les produits qu'ils entreposent au niveau des centrales de réquisition, et les centrales de réquisition les déposent au niveau régional, et le niveau régional donne les produits au niveau des districts, et les districts au niveau des fossats pour donner aussi aux malades. Et voici, s'il y a quelque chose à ajouter, le membre du groupe pouvait ajouter par rapport à ce que j'ai fait comme résumé. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On est vraiment très, très pris par le temps. Donc, je crois qu'on ne va pas ouvrir à trop d'échanges, malheureusement. Mais je crois qu'on a eu l'occasion de pas mal discuter des différents niveaux et de l'intégration. Voilà, je voudrais juste qu'on continue très rapidement. Hein, comme on l'a dit, il y a les flux de produits. On a beaucoup discuté des flux de produits avec les différents niveaux, les différents acteurs, les différentes chaînes, l'intégration, pas l'intégration. Et puis, il y a les flux d'argent, les flux financiers, et puis les flux d'informations. Donc, par exemple, la question qu'on peut se poser quand on essaie de structurer ou d'analyser une chaîne d'approvisionnement, une fois qu'on a regardé ce qu'on vient de faire sur les flux de produits, on peut regarder les flux financiers. Et en gros, c'est de savoir qui paye les produits et comment le flux financier se réalise. En gros, il y a 3 grands possibles sources de financement. C'est soit les patients, soit le gouvernement, soit les bailleurs de fonds. Donc, en général, il y a souvent un mix, un mélange de ces trois sources de financement qui permettent justement d'équilibrer un peu les différentes approches. Mais il est important de garder ça en tête. Et quand on essaie justement d'analyser ou d'organiser, de structurer une chaîne d'approvisionnement, toujours en parallèle des flux de produits, les flux financiers. Et puis, rapidement, donc, sur un sondage pour votre pays, un sondage sur le pays, oui, qui paye les produits dans votre pays? Donc, le patient paye les produits, à l'exception des médicaments de programmes spécifiques. Le gouvernement et les bailleurs de fonds payent les produits. Il existe un système d'assurance santé. Le payeur ne paye que les frais d'assurance.
et bon, je ne sais pas. Il est possible qu'il y ait un mélange un peu de tout ça aussi. C'est probablement souvent la solution. Il n'y a pas de solution qui soit complètement d'un côté ou complètement de l'autre. En général, c'est plus un mélange de toutes ces situations-là. Donc, je vous engage à répondre au sondage, tandis qu'on continue sur les systèmes d'information, sur les flux d'information. Donc, encore une fois, produit, argent, information. Alors, des fois, on peut essayer de mettre en moyen mnémotechnique, quand on dit, on va dire produit, information, finance, PIF. Voilà, produit, information, finance. Bon, voilà, là, on l'a mis produit, argent, information. Donc, l'information. Alors, l'information, c'est comment circulent les informations, comment les informations vont circuler tout au travers de la chaîne. Et encore une fois, on a dit une chaîne, mais on sait que c'est plus un réseau d'informations. Donc, on a un large réseau avec un grand nombre d'acteurs. Comment on s'assure que les informations vont bien circuler? Donc, en effet, une partie aujourd'hui qui est très, très importante de système d'information, c'est les systèmes informatiques de gestion logistique, ce qu'on appelle le SIGL. Donc, ces systèmes d'information de gestion logistique, c'est des systèmes intégrés qui permettent, à travers des bases de données centralisées, toutes les données sont centralisées dans un seul endroit, et à partir de là, tous les gens, avec leur ordinateur, avec leur téléphone portable ou quoi que ce soit, avec les petites zapettes qui permettent de regarder les barcodes dans les stocks, avec tous ces outils informatiques, on peut accéder à la base de données et renseigner cette base de données. Donc, en effet, il y a beaucoup d'informations qui circulent comme ça. Maintenant, ce n'est pas uniquement, les systèmes d'information. Il y a encore beaucoup d'endroits où ce n'est pas des systèmes informatiques, c'est parfois des systèmes d'information qui sont justement basés sur le papier, avec encore les bons de livraison qui vont partir, les réceptions qui sont remplies à la main, les signatures qui sont renvoyées, et ça marche encore très très bien quand le système n'est pas trop complexe. Mais encore une fois, voilà, se souvenir qu'il y a le flux de produits, le flux financier et le flux d'informations qu'il faut toujours analyser en parallèle. Voilà, on arrive à la fin de ce cours, juste pour essayer de ramasser un peu tout ce qui a été dit. Quand on essaie d'analyser un environnement, qu'on essaie de travailler sur la chaîne logistique, que ce soit pour l'analyser, bien la comprendre, pouvoir mettre des indicateurs, ou que ce soit pour la paramétrer, pour la définir, pour la designer, pour la faire évoluer en termes de structure, il faut bien évidemment regarder tous les acteurs qui sont impliqués, donc l'ensemble des acteurs, comprendre comment ces acteurs interagissent, c'est fondamental, c'est la première chose à regarder, qui sont les acteurs impliqués dans la chaîne. Ensuite, il y a ce que Pierre nous expliquait, les éléments de redevabilité et de responsabilité. Qui est redevable pour la chaîne d'approvisionnement, l'accessibilité aux produits, la disponibilité des produits, et qui est responsable techniquement pour le faire arriver. Ensuite, il y a pas mal de paramètres, centralisés, décentralisés, tels qu'on l'a vu, le type de ressources humaines, qu'est-ce qui est externalisé, qu'est-ce qui est internalisé. Donc, tous ces éléments-là qui doivent rentrer en ligne de compte pour être analysés. Il y a un moyen néotechnique que je vous conseille d'utiliser quand on veut penser à ça, c'est ce qu'on appelle le PESTEL, PEST ou PESTEL. Donc, l'analyse PESTEL, c'est de dire qu'il faut regarder à tous les critères qui sont P, c'est politique, E, c'est économique, S, c'est social, T, c'est technique, le deuxième E, c'est environnemental, et le troisième L, c'est légal. On peut parfois en rajouter, tel que sécuritaire ou des choses comme ça. Mais PESTEL, gardez en thème ce thème PESTEL, quand on veut analyser une structure, et c'est le cas pour une supply chain, ou quand on veut mettre en place une organisation ou l'analyser, regardez quels sont les enjeux qui sont en place au niveau politique, P, économique, E, social, S, technique, technologique, T, environnementaux et légaux. Donc voilà un peu pour le résumé. Et puis, une fois que vous avez regardé tout ça, ne jamais oublier les flux de produits, les flux d'informations et les flux financiers. PIF, produits, information, finance. C'est vraiment ces éléments-là qui vous permettront, à chaque fois que vous regardez une structure, de vous dire est-ce que j'ai bien pensé à tout, est-ce que j'ai bien organisé toutes les informations, que ce soit pour l'analyser ou que ce soit pour la réorganiser ou voir la mettre en place.
Voilà, vraiment, je suis désolé, on a 10 minutes de retard sur la fin du cours. Vraiment, je vous prie vraiment de nous excuser. Pierre, tu veux le mot de la fin pendant que les gens font… voilà, on a eu les résultats du troisième sondage, hein, en effet, avec une grosse partie, c'est le patient qui paye les produits. Voilà, une grande partie des gens des pays, le patient paye le produit. Merci Gilles. Un dernier sondage, pendant que tu fermes, un dernier sondage pour évaluer la session, pendant que Pierre… le mot de la fin. C'est ça. On voit le mot de la fin, c'est que cette histoire de flux de produits, flux d'informations et flux d'argent, c'est très intéressant et on voudrait que vous l'intégriez dans votre analyse quotidienne. Pourquoi? Parce que s'il y a une rupture de stock, c'est un symptôme. Si vous vous posez la question 5 fois pourquoi, vous allez vous demander quelle est la cause fondamentale à la rupture de stock. Et bien, quelquefois, ça peut être un flux d'informations. La commande a été mauvaise, la commande n'a pas été reçue, la réquisition n'a pas été reçue, enfin, la commande n'a pas été reçue au fournisseur, la réquisition n'a pas été reçue au niveau en amont. Ça peut être un problème de flux d'argent aussi. Le flux d'argent, c'est l'argent n'a pas été remonté, le fournisseur n'a pas été payé. Donc, si vous analysez ces 3 flux, vous allez probablement trouver la cause fondamentale de ce symptôme. Et c'est pour ça que faire la cartographie de ces 3 flux, quand vous réglez un problème ou quand vous essayez de comprendre la chaîne d'approvisionnement de votre pays, c'est très important. Et ça va constituer d'ailleurs votre devoir à la maison. Et je repasse la parole à Gilles. Merci beaucoup, merci Pierre. Je crois que vraiment c'est une bonne séance. Merci à tous pour vos contributions, parce que vraiment merci beaucoup. Ce sont ces contributions, ces échanges qui permettent de prendre du recul sur la situation et mieux comprendre en effet son propre point de vue par rapport à une situation. Merci beaucoup, merci aussi pour les évaluations. S'il y a des commentaires que vous voulez faire sur la Hive, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en direct pour qu'on essaye d'améliorer certaines choses, voilà, prendre en considération certains éléments. Merci beaucoup. C'est une très bonne semaine. Et à jeudi prochain. Et à jeudi prochain, exactement. À jeudi prochain. Bonne chance pour les exercices de cette semaine, les devoirs. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.